Merci d'être accourus aussi nombreux. La salle en est pleine. C'est donc un merveilleux film qui vous attend maintenant. Le premier des 4 films sur les 5 d'Andrea Segre qui seront projetés dans le cadre de ce 48e Festival du film italien de Villerupt. Il s'agit de Io sono lì, c'était son premier film. Probablement certains d'entre vous l'ont déjà vu en 2011, je crois. 2011, oui. Et ça avait déjà été un énorme succès à l'époque, et pas seulement à Villerupt, mais partout dans le monde. Le réalisateur est en route, il vient d'atterrir à Luxembourgville. Et donc ne vous en allez pas après le film, parce qu'on va avoir une rencontre avec lui, et je suis sûr que ce sera beaucoup plus intéressant que ce que j'avais à vous dire maintenant. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon film, une belle découverte pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et une redécouverte pour ceux qui l'ont déjà vu. Au revoir, à tout à l'heure. Eh bien, pour ceux qui résistent à leur appétit, nous avons toute une série de questions à poser à Andrea, et vous pouvez intervenir quand vous le retenez utile. Andiamo un po' più avanti. Donc, on a beaucoup de chance. Andrea Segre parle français, donc ça va nous permettre. On a plus de temps pour intervenir, et ce sera un bonheur. Donc, Andrea, après une série de documentaires, Io sono lì a marqué le début dans le film de fiction. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas et d'où vous est venue l'idée du film? Alors, bonsoir, merci pour l'invitation et je suis contente d'être encore une fois ici à Villerupt parce que j'étais déjà, c'était 2017, quelque chose comme ça. Et ouais, ce film est né très proche de la maison de ma grand-mère, parce que ma mère est née à Chioggia et moi je suis grandi pas à Chioggia, à Padova et à Venise, mais chaque été j'étais là chez ma grand-mère, chez ma tante. Et l'osteria que vous avez vue, c'est à 50 mètres de la maison de ma famille. Et c'était comme ça qu'une fois je suis entré dans l'osteria, il n'y avait plus la femme italienne, mais il y avait une femme chinoise. Et de là, j'ai commencé à penser que c'était intéressant de raconter ce qui était en train de passer dans ce petit microcosme, qui était un peu une métaphore de la transformation de l'Italie qui était en train de passer. Parce que aujourd'hui, c'est normal de dire qu'il y a un bar avec une femme chinoise à Chioggia, à Venise, un peu partout. Mais 2015-2016, 10 années avant, quand j'ai commencé à... 2005-2006, avant, quand j'ai rencontré l'histoire dans la réalité, c'était une nouveauté. Et alors je me suis dit que c'était intéressant d'entrer surtout dans la tête de pêcheurs, de personnes qui étaient clients de l'osteria. Mais client, c'est pas le mot correct parce que l'osteria, c'est pas simplement un bar où tu vas consommer. C'est vraiment une deuxième maison dans la vie des gens de Chioggia et surtout de pêcheurs, de travailleurs qui vivent l'osteria comme la deuxième maison, le lieu où c'est vraiment le lieu que tu Ton chez toi. Oui, c'est la choix que tu fais. Ça c'est pas une osteria, mais c'est la mienne. Et alors que dans la maison, tu trouves quelqu'un qui arrive de loin, qui ne sait bien parler l'italien ou le dialecte local, et qui a une autre culture et toutes les choses que vous avez vues. C'est vraiment un changement culturel profond. Et voilà, aujourd'hui c'est la normalité en Italie. Mais dans
cette 20 années, toutes les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a dans la même osteria, qui est encore, comme vous l'avez vu, il y a un garçon chinois-italien, chinoise mais grandi à Chioggia, qui travaille dedans et qui est un chinois qui parle parfaitement le dialecte local. Alors, documentaire et fiction, donc vous switchez tout le temps de l'un à l'autre. Et ce qui importe pour vous, c'est le réalisme de ce que vous racontez. Dans Io sono lì, vous avez pris des acteurs professionnels et vous les faites travailler avec des gens de la vraie vie. Il y a aussi des gens, des personnes qui ne font pas ça professionnellement. Est-ce que c'est fait pour renforcer le lien avec la réalité ou est-ce que vous aviez d'autres nécessités par rapport à ce choix? Moi, je trouve que la réalité est magique. Non? Moi, j'adore la magie de la réalité. Je pense qu'il y a une poésie et il y a une force métaphorique dans la réalité qui le cinéma peut nous aider à découvrir. Et c'est pas suffisant de filmer la réalité, mais il faut trouver la chose qui est dedans. Et alors, c'est très intéressant et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans l'histoire du cinéma italien, c'est de contaminer le cinéma avec la réalité et vice-versa. Vice-versa. Et alors oui, quand je commençais à préparer ce film-là, je pensais d'avoir vraiment différents types des acteurs, de comédiens. Il y a deux grands comédiens internationaux qui sont Zhao Tao, la protagoniste, qui est aujourd'hui c'est vraiment très très connu et autant qu'on a fait le film était connue dans le cinéma parce qu'elle était la protagoniste d'un film qui avait gagné le Lion d'Or en 2006 à Venise, Still Life. C'est un film de Jia Zhangke qui est son mari. Et après, elle est devenue très très connue en Chine, mais pas seulement en Chine. Et Rade Šerbedžija, l'autre comédien, c'est un acteur très, très connu dans le cinéma mondial parce que lui est de la Yougoslavie, mais il a travaillé aussi avec Stanley Kubrick, il a fait Eyes Wide Shut, et il a travaillé à Hollywood. Alors, ce sont deux acteurs d'expérience internationale avec des acteurs italiens de la région de Venise, Battistone, Roberto Citran, Marco Paolini, mais mixé avec des personnes réelles que j'ai trouvées dans l'Osteria et à Chioggia. Et moi, je me rappelle que la préparation du film, quand on a fait la réparation, repérage, pardon. Et le repérage était vraiment très amusant parce qu'il y avait des comédiens très professionnels, très experts qui étaient là à repérer avec des pêcheurs, des gens normaux. Mais il y avait quelque chose que les deux peuvent comprendre de l'autre parce que les gens de Chioggia, les gens normaux de l'Osteria, de la vie, pouvaient faire apprendre la langue et la culture et les autres, et les comédiens pouvaient donner des conseils pour devenir acteur. Alors la contamination est très intéressante entre la magie du cinéma et la réalité. Il y a aussi un autre personnage qui intervient, qui travaille toujours avec vous, c'est Marco Petenello, votre co-scénariste. Les 5 longs métrages que vous avez réalisés sont aussi issus de sa plume. Et donc ça aussi, ça renforce, je dirais, cette idée, disons, de faire local. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Oui, c'est important, mais par exemple, nous habitons plus à Venise, Veneto. Moi, j'habite à Palermo, lui habite à Rome. Et alors, c'est important d'avoir une relation avec le lieu où tu es né, tu es grandi, mais c'est toujours important d'être ouvert à la contamination avec des autres expériences. Et de faire un film seulement identitaire local, locaux.
c'est un peu trop petit. Alors c'est bien d'être bien lié à un raisin, racine, pardon, d'une racine, mais de la contaminer avec des expériences, des relations avec autres cultures et autres réalités. Eh bien, justement, le nord-est de l'Italie, donc la région du Veneto, a longtemps été une terre d'émigration. Oui. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de là, dont mon grand-père aussi, par exemple, pour aller travailler dans les mines ici, ou en Argentine, ou un peu partout. Et donc, surtout après le boom des années 1980 à 2000, 2007, jusqu'à 2007, on peut dire que c'est devenu très rapidement une terre d'immigration. Et cette transformation ne s'est sûrement pas faite sans difficulté. Et surtout que depuis 2007, il y a une grave crise qui sévit. Oui, c'était une grave crise, mais pas trop grave. Il y a beaucoup d'argent à Veneto. L'argent vit très bien et c'est pour cela que c'est une terre d'immigration très forte. Il y a beaucoup de travailleurs qui viennent de l'Est de l'Europe, de l'Afrique et aussi de la Chine et de l'Asie. Et il y a beaucoup de relations économiques entre le Veneto et l'Asie, la Chine, aussi les pays arabes. C'est vraiment une terre très active économiquement. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas trop ouverte culturellement. Ça, c'est le problème. Il y a, effectivement, en Veneto, il n'y a aucun problème d'intégration. Parce qu'il y a le travail. Tous les gens qui arrivent d'ailleurs trouvent l'argent, trouvent la maison. Mais il y a l'attitude de n'être pas content de la relation avec l'étranger. Alors, les étrangers sont toujours le problème, mais ce n'est pas vrai. Et c'est bizarre. Il y a vraiment, par exemple, et vous savez qu'en Veneto est très fort la Lega Nord. C'était la Lega Nord, aujourd'hui c'est la Lega, comme ça, tout court. Et était toujours très fort. Et il a beaucoup basé les positions, son succès électoral et politique sur la question de l'immigration. Et il y avait une étude très intéressante d'un sociologue qui a noté que la majorité de votes de la Lega sont liés à des lieux, à des villes, à des régions où il n'y a aucun problème de conflit et d'intégration sociale. Et alors c'est simplement une position mentale qui peut-être est liée aussi à l'histoire des migrations, parce que l'histoire un peu bizarre dans l'humanité, c'est que quand tu as vécu quelque chose, tu devrais être capable de comprendre la condition de l'autre qui est en train de vivre la même chose. Mais ça ne passe jamais. Et alors peut-être le fait que dans la réalité sociale du Veneto, il y a le grand-père qui a émigré, le père qui est devenu riche, les filles et les fils qui émigrent pour aller étudier dans notre lieu. Et les immigrés qui arrivent, ils donnent la peur qu'ils sont en train de te prendre quelque chose, parce que tu as peur de perdre quelque chose, et tu n'arrives pas à faire la comparaison avec l'expérience que tu as vécue, que ton grand-père a vécu. C'est quelque chose de un peu compliqué peut-être, mais ça c'est le seul problème qu'on a avec l'immigration. On n'a pas de vrais problèmes dans la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas de questions dans le public? Ça m'étonnerait. Ah, ben voilà. Arrive. En français, s'il vous plaît. Ma capisco anche l'italiano. Sì, però dopo devo tradurre. Peut-être les autres pas. Per loro. Oui, juste
justement, la question que je me posais, c'est comment a réagi la communauté chinoise si elle a vu ce film. Est-ce qu'on sait ce qu'a pu être cette réaction? Oui. On a montré les films à beaucoup de Chinoises. Le film était distribué un peu partout dans le monde aussi, à voyager beaucoup. Mais oui, il y avait aussi de projection avec la communauté chinoise. Et comme la communauté de Chioggia a été... il y avait une discussion entre la communauté de Chioggia si nous sommes racistes ou pas. Non, la communauté chinoise si nous sommes violents ou pas, parce qu'une communauté n'est pas toujours homogène. Non? Il y a des Italiens qui ont travaillé avec la mafia et des Italiens qui étaient honnêtes. Alors c'est pas que le film dit que les Chinois sont tous des mafieuses ou les Chinois sont tous illégaux. Non? Ça c'est l'histoire d'être humain qui est à travers une condition. Et la chose pour moi plus claire que dit le film, c'est que si tu n'as pas le droit de voyager, tu es obligé à être illégal, alors tu es minacciabile. Chantable. Menaçable. Menaçable. Oui. Parce que tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là avec les Chinoises, parce que les Chinoises peuvent voyager. On a donné complètement le droit de voyager, parce qu'on a l'intérêt économique d'être ouvert avec le marché chinois. Alors, il n'y a plus le problème d'immigration. Tu ne trouves plus dans les journaux en Italie, on ne discute plus de problèmes de Chinoises. Vous vous rappelez les Chinoises à Prato, la mafia de Chinoises, les Chinoises qui vont disparaître, tout ne savent pas où ils vont mourir. Il y avait toute cette histoire. Et elle est complètement disparue. On ne discute plus sur ça. Et la raison, c'est parce que le marché, l'économie chinoise est très fort. Alors, on a l'envie et le besoin d'avoir une relation économique. Alors, il n'y a plus le problème. Et aussi parce que dans les dernières 20 années, il y avait un changement culturel et anthropologique. Et comme je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de Chinoises italiens qui parlent italien, qui parlent Chioggiotto, qui parlent vénitien. Et il y a beaucoup de Chinoises qui donnent du travail à des Italiens. Avant tout, merci d'être là. Félicitations pour le film. Et aussi pour le film sur Berlinguer, que j'adorais. Mais j'ai une question un peu privée, je m'excuse pour ça. Oui. Comment quelqu'un qui est grandi entre Padoue et Venise peut choisir de vivre à Palerme? Peut-être le prochain film sera sur la mafia sicilienne. Ça serait très intéressant. Non, il y a trop de films sur la mafia. La réponse, c'est parce que hier, j'étais à la plage et j'ai fait le bain. La météo, c'est une raison. Nous aussi, mais c'était vertical. Ça, c'est une belle raison. Mais non, parce que moi ma femme est grecque. J'ai beaucoup d'amis maghrébins, tunisiens. Et j'adore la Méditerranée. Et je pense que la direction de attention culturelle et économique aussi vers la Méditerranée, vers tout le pays de Méditerranée, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre et que c'est vraiment dommage. Et Palermo, c'est une ville européenne, une capitale européenne, très vivante d'un point de vue culturel, et qui est vraiment traversée par les cultures méditerranéennes d'un point de vue historique, mais aussi dans la réalité d'aujourd'hui. Et quand tu marches à Palermo, tu écoutes l'arabe. Il y a beaucoup de pays, de gens de Moyen-Orient qui vivent là. Et il y a des Palestiniens, il y a des Kurdes, il y a des Libanaises, il y a des Maghrébins, il y a beaucoup d'Afrique qui habitent là. Mais il y a aussi beaucoup de Nord-Européens ou de Nord-Italiens qui se sont déplacés là parce qu'il y a
la plage. Et non, c'est vraiment un lieu intéressant, mais je ne sais pas si je vais vivre à Palermo pour 2 autres années ou pas. Je suis ouvert à des autres occasions. Et on a aussi avec ma femme une maison en Grèce, et j'adore vivre en Grèce. Et si je pense à Venise, à l'histoire de où je suis parti, et toute la force et aussi l'énergie culturelle, artistique de Venise est liée à la relation avec le Méditerranée, pas avec le nord d'Europe. Merci. Alors, il y a un metteur en scène et un grand réalisateur qui me vient souvent à l'esprit quand je vois vos films. Il est de Padova. Oui. Il a réalisé pas mal de films qui traitent aussi de votre coin du monde, avec ses brouillards et avec ses problèmes. Et il a parlé, dans un film en particulier, j'ai l'impression que vous aurez pu le faire. C'est le film La Giusta Distanza di Carlo Mazzacurati. J'ai vraiment l'impression que vous étiez là aussi quand il l'a tourné. Anche la lingua del santo. Oui, bien sûr, Carlo Mazzacurati était un maître très important pour nous. Marco Petrinello a commencé à écrire avec Carlo. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Carlo. Je l'ai rencontré dans les dernières années de sa vie. Mais l'équipe artistique, productive, aussi les producteurs qui a produit ce film-là, sont tous des gens qui étaient liés à Carlo Mazzacurati et à le groupe de Cinema Uno. C'était un groupe des auteurs et des organisateurs de festivals de cinéma de Padova qui étaient liés à l'université. Et bien sûr, cette histoire est très, très importante pour nous. La Giusta Distanza, c'est un film que j'ai adoré beaucoup, La Lingua del Santo aussi, La Giusta Distanza beaucoup plus. Mais le film que j'adore vraiment, c'est Toro. Ça, c'est vraiment un film fondamental dans l'histoire du cinéma italien et bien sûr du cinéma Veneto. Mais comme je dis, j'adore aussi de voyager dehors et de n'être pas seulement lié. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, il y en a une encore? Sinon, je vais peut-être passer à la question qui va clore le débat, parce qu'on a aussi des appétits là, et pas seulement là. Et le prochain film nous attend aussi, probablement. Alors, Marco Petrinato. Oui, pardon. Il a donc toujours travaillé avec vous. Et ça m'intrigue quand même de savoir quelle est votre méthode de travail, comment vous travaillez, comment vous fonctionnez ensemble. À partir de quoi vous allez partir pour rebondir vers un film? Normalement, alors, Marco il a toujours travaillé avec moi et nous sommes en train d'écrire le 6e film ensemble et j'adore de travailler avec lui. Mais Marco travaille aussi avec les autres. Et alors, normalement, avec moi, c'est moi que je propose l'idée, j'étude au début, je donne des suggestions pour l'idée au début. Et moi, je couris un peu. Et lui, il m'arrête. Et c'est lui qui pose les doutes, c'est lui qui me donne la possibilité de calmer un peu l'enthousiasme et de réfléchir. Et après, on écrit ensemble, mais on n'écrit jamais vraiment ensemble. On écrit seul, les deux. On fait la choix, c'est qui va écrire quoi, et après on se retrouve et on lit. Mais pour nous, c'est très important de passer du temps dans des lieux avec des personnes qui sont liées à l'histoire. Et la recherche, les rencontres qu'on fait pour préparer le film sont toujours des expériences très, très importantes qui nous donnent la base pour écrire. Et alors, on dit
toujours, on se dit toujours que ça serait été très intéressant, mais on ne l'a pas fait, de nous faire des photos des différents lieux où on était pour les recherches et pour l'écriture, parce qu'on a fait vraiment des voyages intéressants ensemble. Et c'est peut-être mon côté documentariste dans lequel j'amène un scénariste que normalement les scénaristes restent, et Marco c'est comme ça, ils sont très pigris. Oui. Ils sont très paresseux, oui, pardon. Et j'utilise ce mot pas négativement, c'est vraiment quelque chose d'important d'être paresseux. Mais avec maman, moi je l'amène dehors de chez lui et on voyage ensemble et après on retourne et on écrit. Voilà. Ah, une petite dernière pour la route. Pouvez-vous partager avec nous les sujets du prochain film? Non. Dommage. On va essayer. C'est une réponse qui a le mérite d'être claire. Par contre, il y a quelque chose que nous pourrons dire. Il y a un documentaire qui est en train de... Ça, on peut le dire. Il y a un documentaire qui est sorti hier, alors on peut... Non, j'ai réalisé un documentaire pendant la distribution de Berlinguer. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de venir voir le film. Et alors, j'ai réalisé un documentaire avec eux, pas sur le film, c'est pas un documentaire sur le film, mais c'est le documentaire sur la relation entre la nouvelle génération et la politique aujourd'hui. Et on a fait des discussions ensemble sur la crise de la démocratie, la participation, la relation entre les rêves et le présent, la difficulté du présent, et c'était vraiment très intéressant. Et le documentaire, c'est sur ça, ça s'appelle Noi e la grande ambizione, et il vient à sortir, la date officielle c'est lundi, et on a eu une présentation hier à Palermo, et après demain, quand je termine ici à Villerupt, je commence à voyager un peu partout en Italie, et avec le documentaire. Voilà, donc je pense qu'on arrête sur ça parce que c'est une excellente manière d'introduire aussi le film qui va avoir lieu, qui va être projeté à 20h30 à l'Hôtel de Ville, Berlinguer, la grande ambizione. Donc, à tout de suite.